Alors la mise au point du jour, on va parler de SF, qui est un peu dans la continuité du précédent podcast, sauf que cette Carrément. fois-ci, on va s'attarder sur un sous-genre, qui est la hard SF. Vous allez tous les deux en parler. Je crois que vous avez choisi chacun un angle différent, c'est-à-dire que pour GM, ça sera principalement du cinéma et de la série, et que pour The Pulp, ça sera plus de la littérature, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les deux facettes de ce sous-genre. C'est ça. Et je vous propose de commencer, je sais pas qui va faire ça, de commencer par une définition à peu près de ce genre. C'est ça, la hard SF, tu l'as un peu évoqué par rapport à ce que The Pulp va nous raconter, c'est qu'à la base, c'est un sous-genre qui appartient au domaine de la littérature, et qui s'est retrouvé forcément dans le cinéma et les fictions télévisuelles. Ce qui distingue ce sous-genre des autres sous-genres de la hard SF dans lesquels on peut trouver le cyberpunk, la dystopie, l'heroic fantasy et plein d'autres, c'est son réalisme, puisqu'on y trouve des technologies et des sociétés qui sont cohérentes au regard des connaissances scientifiques du moment où l'œuvre est réalisée. D'accord. Donc en général, on est sur quand même quelque chose où alors je vais pas dire ardu, mais voilà, on part pas normalement sur des délires lointain, quoi. On reste terre à terre et on peut voyager sans partir, sans se projeter sur du n'importe quoi. Oui, pour compléter ce que tu dis, Jérém, effectivement, hard, ça signifie pas difficulté de lecture, hein, parce qu'il y a des ouvrages, par exemple en hard SF, qui sont tout à fait accessibles, et d'ailleurs, celui dont et un des plus accessibles en tout cas. Ça signifie effectivement que ça met en valeur plus la science par rapport à la fiction. En général, on respecte, comme tu as dit, les théories scientifiques actuelles, et le principe vraiment important, parce que des fois il n'y a pas forcément des détails hyper scientifiques, c'est vraiment une idée de cohérence interne. C'est-à-dire que c'est des bouquins extrêmement bien foutus, bien documentés, et qui s'appuient vraiment sur des connaissances scientifiques. C'est ça. Très très poussées en fait, en quelque sorte, mais qui des fois sont très très bien vulgarisées. C'est ça, c'est à mettre un peu en opposition, enfin c'est même pas un peu, c'est à mettre complètement en opposition avec la soft SF, du coup, qui peut se définir de deux manières. Soit la première, c'est que c'est une œuvre qui va être plus préoccupée par l'aspect social de son récit que celui des sciences ou de l'ingénierie. Et la deuxième définition, ça pourrait être tout simplement une œuvre qui est scientifiquement incorrecte. Et il y a un troisième cas de figure où c'est un peu les deux, c'est-à-dire que on se concentre sur l'aspect social, mais en plus c'est scientifiquement incorrect. En gros, il y a une chance sur 3 que la soft SF ça soit très nul. Ouais, Star Wars c'est bien. Non mais alors, parce qu'en fait moi je dois vous avouer que je suis quelqu'un qui se soucie assez peu, mais enfin même pas du tout des genres, et que du coup c'était pas un sujet, enfin le fait qu'on parle de hard SF ça m'évoquait pas grand chose, mais que du coup effectivement en cherchant un petit peu ce que ça voulait dire, je me rends compte que c'est effectivement la SF que j'aime principalement, enfin c'est en général ce que j'apprécie dans un film, et que le contraire, en tout cas quand on va s'éloigner d'une cohérence, alors que ce soit une cohérence avec le monde réel tel qu'on le connaît, ou même la cohérence interne de l'univers, c'est des choses qui m'énervent. Ouais, c'est exactement pour ça que je voulais parler de hard SF, parce que c'est pareil, c'est la SF comme je l'aime. Quand je vois on y reviendra plus tard, hein, mais quand je vois des films où il y a du son dans l'espace par exemple, mais putain ça m'insupporte quoi. Je me dis non mais alors moi j'en suis pas à ce point-là. Moi c'est vraiment des choses, enfin ce qui m'énerve vraiment c'est quand vraiment il y a des incohérences par rapport à l'univers effectivement là on touche à quelque chose qui est que ce soit un film d'ailleurs ou une série ou un livre, ce qu'on appelle le pacte de lecture en fait. C'est-à-dire si d'un seul coup l'œuvre rompt avec son pacte de lecture en plein milieu, c'est-à-dire qu'elle casse les règles de cohérence interne, en fait on arrive à une œuvre qui est dégueulasse en fait souvent, même si elle est bien écrite, parce que du coup je sais plus quel film effectivement je suis pas rentré parce que du coup le pacte de lecture ça me reviendra peut-être au fur et à mesure du podcast, mais effectivement oui, voilà, c'est un film de SF, hein, plus ou moins, on va dire, c'est Superman's Man of Steel. Oui. Oui, là, pour le coup. Au pacte de lecture, et tu l'insultes au spectateur, pour moi. Et effectivement, c'est pas mon genre de prédilection en SF. Bizarrement, je me suis aperçu en préparant, en regardant un petit peu les auteurs, j'ai quand même dû lire une bonne dizaine de bouquins dans ce sous-genre-là. Mais effectivement, ce qui me plaît dans ce sous-genre, c'est un peu la même chose que vous, c'est-à-dire que du coup, c'est ce côté un petit peu exigeant en fait, mais dans la bonne manière de l'être, quoi. Ok.
Oui, voilà, ça me semble tout à fait légitime comme demande en fait, qu'une œuvre respecte ça. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature. Je voulais juste revenir un petit peu sur le soft SF. A priori, donc, parce que du coup j'ai fait quelques recherches et de ce que j'ai cru comprendre, le fait d'utiliser soft SF en opposition à la hard SF, c'était un peu un abus de langage qui n'était pas forcément reconnu. J'ai jamais entendu parler de soft SF. En fait, tu as ça ou t'as aussi la fiction spéculative, si j'ai pas de bêtises, j'ai vu passer ça un moment, qui est aussi pas très connu, mais où alors on spécule un peu, on se projette sur l'avenir en se basant sur la technologie actuelle, mais on reste quand même sur le côté fictionnel et on extrapole les choses, quoi. Mais est-ce que c'est forcément en contradiction avec la RDSF? Enfin, moi, je suis tombé sur pas forcément du tout. Hein. Non, c'est-à-dire que effectivement la fiction spéculative est, on va dire presque un genre dérivé ou un genre complémentaire de la RDSF, c'est-à-dire que dans le sens où la RDSF se base aussi sur on est capable de faire telle chose à tel moment, on suppose que avec l'avancée de la science on va être capable de faire telle chose à tel moment plus tard dans le futur, et c'est ce qui nous permet justement de bâtir des fictions spéculatives, mais c'est pas forcément non plus un prérequis en fait dans la fiction spéculative. Ok. Oui, parce que j'étais tombé sur Peter Nichols, qui est l'auteur de l'encyclopédie de la science-fiction et aussi accessoirement la première personne à avoir utilisé le terme soft SF, qui a dit que l'opposition entre la soft et hard SF c'était illogique, que c'était deux genres qui pouvaient cohabiter, quand en fait en gros la soft SF ça se concentrait principalement sur l'aspect social et les relations entre les personnages, alors que la hard SF avait un focus sur la technologie. Il y a énormément, pour justement rebondir sur ce que tu dis, il y a énormément de livres en fait de hard SF, ou en tout cas qui sont catégorisés comme de la hard SF, qui traitent de thématiques sociales, économiques, écologiques, etc. Je pense qu'un des plus brillants exemples c'est Dune. Enfin, effectivement, il y a une partie de Dune qui est, on y reviendra dans un podcast futur, hein, parce que c'est tellement immense que beaucoup de choses à dire. Qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais du coup, effectivement, toute la problématique de Dune et qui est assez extraordinaire, c'est justement ces problématiques économiques, sociales, politiques, religieuses. C'est un roman extraordinaire. Mais en même temps, il y a des choses. Moi, je me rappelle que le lecteur de 15 ans qui faisait face au roman avait des choses, des essences d'émerveillement technologique, ou en tout cas des espèces de projections technologiques sur ce que serait une technologie du futur, qui me faisait écho autant que les premiers Jules Verne, en fait. Voilà, il y a ce côté. Alors, j'ai le temps pour une question ou pas? Si tu veux. On n'a pas encore démarré. T'as pas encore démarré ton sujet. On va essayer de finir l'intro, mais vas-y. En fait, je me posais la question, est-ce qu'on peut considérer que c'est de la hard SF, une œuvre qui s'intéresserait donc à la science, à l'ingénierie, qui serait cohérente, qui aurait une cohérence interne très forte et qui serait vraiment très détaillée, etc., qui serait très nerd sur ces aspects, mais qui s'appuierait sur une science complètement pétée et en grande partie inventée. Alors ça ira un peu sur la conclusion vers laquelle je vais venir. Donc si vous voulez, on peut reparler. Bon, alors écoute, vas-y, continue. On peut spéculer sur ça plus tard si vous voulez. Ça va. Mais du coup, en fait, moi, ce que je comptais proposer là après cette brève entre guillemets introduction, c'était du coup de parler de détailler, enfin de lister plutôt quelques films de hard SF, en tout cas les plus connus, en partant de 2001 l'Odyssée de l'espace jusqu'au plus récent, on va dire. C'était lesquels? C'était des séries, voilà, The First ou Mars. Ou en film il y a aussi Ad Astra. Voilà, ça serait de parler de tous ces films là et d'autres bien sûr entre deux, mais avant de partir sur ces films, pour moi c'est important de préciser que j'ai volontairement exclu de cette liste les œuvres qui peuvent se rapprocher de la hard SF mais dans laquelle on retrouve de la vie extraterrestre. Pour la simple et bonne raison qu'en l'état de nos connaissances actuelles, on est a priori la seule forme de vie connue à jour. Donc du coup, se projeter sur quelque chose, même si ça a l'air réaliste dans son enrobage, ça reste quand même fictif de parler de vie extraterrestre. Là, je parle par exemple à des films comme Premier Contact ou The Arrival ou Cloverfield, qui sont réalistes dans leur mise en scène et dans la narration des événements, mais qui sont fictives
parce que on est, enfin voilà, pour les raisons que j'ai évoquées. Après, dans tous les cas, ça reste une fiction, mais c'est vrai que je peut-être, alors moi, je suis vraiment pas au courant de comment ça se cloisonne tout ça, mais je tirerais peut-être la ligne au moment où les êtres vivants, les autres êtres vivants qu'on invente ont des pouvoirs. Ben ouais. Mais effectivement, là, tu es du coup dans la hard SF. Pour moi, hard SF, c'est vraiment de rester respectueux de la science, des connaissances scientifiques, voilà, qui sont les nôtres actuellement, et de pas en sortir en fait, de rester vraiment terre à terre et de pas partir de pas partir trop loin, de se projeter un peu, je veux bien, mais dans une certaine limite. Et c'est un peu sur ça que la problématique est, et on y reviendra dans la conclusion. Mais ce que je trouve intéressant du coup justement pour poser un petit peu pas en opposition mais en tout cas ouais un petit peu quand même c'est que du coup la façon dont c'est traité la hard SF au cinéma, et ça effectivement on en a parlé un petit peu avant, mais et ce qu'il y a en littérature, c'est pas les mêmes règles du jeu. C'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette vision sur le cinéma d'abord, et après dans un second temps on aura l'aspect littérature qui, comme tu le dis, il est abordé différemment, donc on n'est pas sur les mêmes contraintes, et du coup, je pense que ça permet plus de liberté. En tout cas, ça invite plus à être dans le respect de la science dans la littérature. Mais je pense que ça fait partie un peu sûrement du propos que tu voudras avoir, je sais pas. Mais, en fait, pour rebondir justement sur Premier Contact et Contact aussi, les liens, les films font écho. Oui. Et du coup, dans la façon dont par rapport à ce que tu diras, je veux dire pourquoi en fait ces deux films-là sont des films pour moi qu'on peut mettre dans la hard SF justement. Ouais. Et Alien du coup, non, c'est un huis clos. Hein. Ok, ça va. Alors du coup, on va démarrer la liste. Hein. Donc, on a, comme je l'ai cité, 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est sorti en 1968. Mais alors attends, parce que là du coup tu mets pas les aliens, mais tu mets des monolithes qui sont possiblement posés par des aliens. Justement, ça c'est la problématique dans laquelle on va venir après. Mais il est officiellement classé, en tout cas par les fans du genre, il est classé dans la hard SF. Là, les films dont je vais parler, c'est pas les films que je classe moi dans la hard SF. C'est les films qui sont classés, on va dire, par les fans du genre. Okay. Mais je suis pas d'accord avec cette liste. En fait, il y a un film dans la liste de Jérém. Oui, on va le voir à la fin. Il y aura très peu de films pour moi. En lien avec 2001, vous avez vu qu'on a trouvé un troisième monolithe aujourd'hui, hein. Oui, j'ai vu encore dans le désert là. C'est des tarés, quoi. Et le précédent a disparu, hein, c'est ça. Si. Ça va être très inquiétant. Ça a commencé. Donc dans le film, on a 2001, donc l'Odyssée de l'espace, qui est classé en hard SF. Le film suivant, ce sera Apollo 13, qui est en fait ça reprend les événements de l'accident qu'il y a eu. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est de la SF Apollo 13, parce que c'est historique en fait? Écoute, c'est de la science-fiction au terme, voilà, c'est une fiction qui est la science qui est au centre du récit, donc par définition, c'est de la science-fiction. Et donc c'est de la hard SF parce qu'elle se veut réaliste vu que c'est une histoire vraie. Et c'est vrai que le réalisme, il est poussé à l'extrême dans ce film, les acteurs sont Tom Hanks et Kevin Bacon, et le troisième, j'ai plus son nom en tête. Enfin bref. Ils ont suivi un entraînement de plusieurs mois pour être vraiment au top physiquement et savoir un peu comment sont préparés les astronautes avant de partir en mission sur la Lune. Ils ont appris à piloter entre guillemets en simulation une navette, enfin à connaître en tout cas son ordinateur de bord, avec plus de 500 boutons de manœuvre à connaître, enfin ils sont allés vraiment très loin pour pousser le réalisme. Voilà. En tout cas, au moins dans la réalisation, dans les moyens qui ont été mis pour rendre le truc un peu réel, c'était assez nerd, quoi. C'est ça. Ils ont même reproduit le siège de la NASA, où se passent toutes les communications entre la NASA
et le vaisseau, la navette plutôt, et ils ont reproduit ça à l'identique, à tel point que il y a un chef de la NASA qui est venu un jour sur le tournage, et en partant, il a voulu prendre l'ascenseur. Et en fait, c'était une porte fictive, il y avait pas d'ascenseur qui arrivait derrière, le gars, il attendait. Et en fait, c'était tellement réaliste qu'il avait zappé, qu'il était dans un studio, quoi. Il se croyait vraiment au centre de la NASA. Un livreur qui m'a fait la même, qui m'a dit, vous m'avez ouvert, mais je suis pas monté parce que j'attendais l'ascenseur. Et j'ai dit, il y a pas d'ascenseur. Il fait, ouais, j'ai vu, finalement, il y a pas d'ascenseur. D'accord. Voilà. Je sais pas ce qu'il attendait en bas dans mon couloir. Et c'est arrivé, et c'était Kubrick, je crois, qui, je sais plus sur quel film, il s'est fait un petit peu alpaguer par l'armée parce que ses environnements, enfin ses décors étaient trop réalistes et ils l'ont soupçonné d'espionnage. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu la puissance, je trouve, du cinéma qui est assez incroyable. Alors, je sais pas si aujourd'hui on le fait encore à ce niveau-là de reconstitution, parce qu'effectivement avec les effets numériques, on perd un petit peu cette magie-là de la reconstruction fidèle au possible. Et effectivement, il y a une puissance d'évocation à travers l'image, et la reconstitution de cette image qui est absolument hallucinante à travers les films. Et je pense que il y a un côté, on va dire, hard, dans le sens, c'est vraiment aussi dans cette souci de réalisme à un niveau extraordinaire, quoi. Oui. En film suivant, j'ai noté Sunshine, qui est sorti en 2007. Donc, vous voyez lequel c'est, ce film? Faut que je fasse un petit rappel. Oui, de Guy Ritchie, je crois. Non, Boyle. Boyle, bah ouais. C'est pas l'un, c'est l'autre, hein, en général. Ouais, voilà. C'est adapté, enfin, c'est un remake oui. de Tarkovsky, quoi. Si je dis pas de bêtises. Mais je savais que Jérémy parlait de l'autre. Ouais. 2007. Donc, du coup, on va faire un petit rappel de l'histoire rapide. L'humanité vit a priori ces dernières heures parce que le soleil est en train de s'éteindre. Et il y a donc une mission qui est envoyée, un vaisseau qui est envoyé en mission pour rallumer le soleil à coup de bombe atomique. On parlera de réalisme plus tard. Du coup, mais c'est dans la hard SF. Il y a un autre film qui s'appelle Moon, qui est assez peu connu du grand public. Je l'ai vu, et de mémoire, il y avait des trucs chelous qui se passaient dedans. C'était pas totalement... Alors, je peux faire une petite présentation de l'histoire. Donc, le film est sorti en 2009. Et l'histoire, donc, c'est qu'à quelques semaines avant la fin de son contrat dans la station lunaire de Sélène, un technicien se met à voir et à entendre des choses étranges. Convaincu que son isolement y est pour quelque chose, il se retrouve à enquêter et découvre que si ses patrons ont prévu de le remplacer, ils n'ont jamais projeté de le ramener. Voilà, ça c'est... Voilà. Alors, on peut spoiler là ou pas? Alors, écoute, messieurs dames, on va spoiler, donc après ce petit bruit... Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, n'écoutez plus, et vous reviendrez dans 5 minutes. Voilà. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. Ouais, si je me souviens bien, c'est le truc où il découvre son clone qui le remplace après, c'est ça? Je l'ai pas vu, donc je saurais pas te dire ça. Du coup, je connaissais pas ce film, mais pourquoi t'en parles? Parce que, a priori, il était noté dedans, et je me suis dit, tiens, je vais le regarder, il a l'air cool, et je l'ai téléchargé, et il attend plus que d'être visionné. Et là, je t'ai sérieusement spoilé tout le film. Pas grave. Et donc oui, voilà, et moi, il y avait un truc qui m'avait gêné, c'était un peu ça, c'est que si je me souviens, ça fait longtemps que j'ai vu quasiment, enfin, genre, 1 an après la sortie, ou un truc comme ça. Et si je me souviens bien, il y a, en gros, il le remplace par son clone et c'est lui, quoi. Enfin, c'est, je veux dire, il pense comme un adulte et tout, quoi. Enfin, c'est pas un clone, c'est pas juste un sac de viande, quoi. D'accord. Ouais, puis il y a véritablement une interaction très forte. Enfin, pareil, hein, du coup, pour spoiler, c'est qu'à un moment donné, il découvre son clone, mais en vie. Enfin, ça. Oui. Et du coup, c'est assez. Je trouve qu'on est proche, entre guillemets. Moon, moi, ça m'a fait penser beaucoup à Philippe K. Dick, quoi, en fait, sur les troubles un peu d'identité. Oui, voilà, où tu te demandes si c'est un peu. Exactement. Pareil, hein, ça aussi, ça mériterait autant une émission à soi, comme Dune, quoi. Enfin, c'est vraiment un film, moi, qui m'a marqué de manière assez extraordinaire, quoi. C'est un peu genre le top 5 de mes films de SF préférés, quoi. Et je pense que oui, effectivement, il y a des aspects qui éloignent un petit peu de la RDCF. Bon, effectivement, c'est pas forcément le propos du film pour moi.
Ouais, je me souviens qu'il y avait 2-3 petits trucs qui m'avaient gêné dans ce film, mais sinon, qu'en général, enfin, dans l'ensemble, c'était un très bon film. Voilà. Mais que justement, des petits trucs qui, à l'époque, je savais pas que j'étais à ce point intransigeant sur la RDSF, et qui m'a fait dire, oh non, ça, je suis pas d'accord. D'accord. Mais voilà, sinon c'est un très bon souvenir. Excellent film, ouais. Du coup, on va continuer prolonger la liste. Donc, puisqu'on est sur un ordre chronologique, maintenant, le film qui vient date de 2012, il est très connu, c'est Interstellar. Ouais. Vient ensuite Gravity, sorti en 2013. Ouais. Interstellar, il est pas sorti après Gravity, plutôt? Il semblait aussi, mais apparemment... écoute, c'est 2012, sur ce que j'ai. Alors, attends. Ou peut-être 2014, je sais plus. Attends. Bon, j'ai un doute. Parce que j'allais te poser la question, pourquoi t'as exclu Gravity, alors que du coup... Alors, non. Effectivement, c'est 2014 Interstellar. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 2012. Je me suis trompé, mais effectivement, c'est 2014. Et Gravity est sorti avant ou après? Ah ouais, t'as peut-être raison. 2013. Non, c'est ça, Gravity 2013, Interstellar 2014. Donc, c'est ça. Tu avais raison. C'est moi qui me suis trompé dans mes notes. Ok, bah ça c'est des choses qui arrivent au meilleur, surtout au meilleur. C'est ça. Je suis un film de SF, hein. Ben, en plus, le pire, c'est que sur la vidéo, il y a écrit, tu vois, 2014 et tout. Bref. Donc, Seul sur Mars 2015. Celui-là, il m'avait donné un énorme... J'allais dire nerd bonheur, mais ça fait 3 fois que je dis nerd dans cette émission et je trouve que ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que pour moi, déjà, de tous les films cités, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus. Là, c'est la définition. Oui. Je pense c'est la définition même de la RDSF. Ouais. Et petite parenthèse, c'est un livre écrit par Andy Weir qui s'appelle Seul sur Mars. C'est ça. Donc ensuite, en 2017, il y a eu Les Figures de l'ombre. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un film qui narre le destin extraordinaire, au début des années 60, des 3 scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale grâce à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn. C'est effectivement le titre, je l'ai complètement oublié, mais j'avais très envie de le voir, ce film. C'est ça. Alors du coup, vous savez que ce qui est bizarre dans ce film, vous allez me dire, ça rentre dans la RDSF parce que, en fait, il y a pas de... La scène se passe plus à la NASA, enfin l'histoire se passe quasi qu'à la NASA et nulle autre part pendant le film. Mais bon, ça fait... J'ai bien vérifié, c'est bien... On est bien dans le genre, quoi. Et est-ce que ça dirait pas... On pourrait ranger dans le même délire, entre guillemets... la même catégorie, on va dire, le film avec Benedict Cumberbatch où il joue en fait le rôle d'un scientifique homosexuel. Qui fait Turing, c'est ça? Ouais. Oui. Imitation Game, merci. Oui. Voilà. Effectivement, pas dans le même. Je pense que ça peut rentrer dans ça, ou même il y avait l'autre film qui était une biographie de Stephen Hawking quand tu l'avais trouvé, ses formules et tout là. Mais quand on est dans la biographie, est-ce que c'est vraiment de la fiction? Oui, ça reste fictif parce qu'il y a pas tout ça reste. Oui, on ne raconte pas quand il va faire caca, tout ça. Oui, mais voilà, c'est enjolivé, quoi. L'histoire est enjolivée. Même si, je serais assez intéressé de savoir comment Stephen Hawking fait caca, parce que ça doit pas être facile avec son fauteuil. Faisait, parce qu'il est décédé. Non, c'est pas vrai. Lui aussi. Donc, alors, oui, parce que là, on a appris récemment la mort de Valérie. L'avant-dernier Highlander. Donc, parce qu'il y a eu une connerie la dernière émission. Cette fois-ci, c'est Valérie Giscard d'Estaing. Au prochain numéro des Samurai Pizzacast, les amis, on vous annonce la mort de Michel Drucker. Mais non, il en restera qu'un. C'est le dernier, ça y est, il peut plus mourir, quoi. Vous oubliez un peu avant... en Angleterre, Salvador, quoi. Ah, ben ouais, c'est vrai, aussi. Que ces personnes reposent en paix. Et du coup, voilà, les figures de l'ombre. Public la rubrique nécrologie, ou je le dis plus tard? Allez, vas-y, dis-le maintenant, c'est l'occasion, je pense. Effectivement, l'un des grands auteurs de la RDSF qui a écrit notamment, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, Mars, tout simplement, pas Seul sur Mars, mais Mars, Ben Bovin, et qui est un pur auteur de RDSF, il est décédé aussi avant-hier, je crois, il y a 2 jours. Je crois que j'ai vu passer le truc, ouais, j'avais pas son nom, j'ai pas enregistré son nom, mais ouais, j'ai vu le truc passer.
Alors, tous ces gens, bien sûr, c'est très triste, mais on les remercie du fond du cœur d'avoir fait ça pour qu'on puisse avoir des choses dont on peut parler dans ce podcast. C'est ça, c'est grâce à eux qu'on a du contenu de qualité dans ce podcast. Alors, t'as pas le droit de dire qualité parce que c'est un podcast concurrent. Donc il faudra couper ça. Du contenu qualitatif, peut-être. Ou du contenu premium. Si on vendait quelque chose et quand on avait des sous aussi. C'est peut-être à cause d'eux. S'ils n'existaient pas, si on les éliminait, peut-être qu'on aurait plus d'auditeurs. Pas sûr. Podcastoir. Alors du coup, pour un peu poursuivre la liste, donc j'en ai presque fini avec les films que je vais citer. Il en reste que 2. Donc le premier c'est First Man qui date de 2018. Et pour finir, on a Ad Astra, sorti en 2019. Avec Brad Pitt, film sympa, voilà, que j'invite les gens à voir. On n'est pas sur du Interstellar ou du Seul sur Mars, mais bon, ça reste sympatoche à voir. Et pour finir sur 2 choses qui sortent du cinéma, enfin, on est toujours dans de la fiction télévisuelle, mais on n'est plus dans le cinéma, on est dans la série. Il y a la série The First, avec Sean Penn, une série Amazon, si je dis pas de bêtises, et que j'invite vraiment tous les gens de l'univers qui aiment la RDSF à regarder. C'est pour le présenter sans spoil, comment on pourrait le raconter. En gros, c'est la préparation à la première mission sur Mars, le premier vol habité sur Mars. Et en gros, la série est sur 8 épisodes de mémoire. Il y a très peu de scènes dans l'espace sur toute la série, parce qu'on est vraiment focalisé sur la préparation des astronautes, aussi de la NASA et des institutions qui sont autour, les institutions financières, le gouvernement américain, vraiment tout ce qui est autour d'un vol aussi important que la première mission sur Mars, habité. Et les enjeux, on va dire, plus personnels des astronautes, qui laissent derrière eux leur famille, qui partent peut-être pour un vol sans retour. Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et on a un Sean Penn qui est bluffant. Tout le cast est super bon, hein, mais Sean Penn dans ce film, il est voilà, vraiment bluffant, quoi. Donc vraiment, j'invite tout le monde à regarder cette série, The First, qui est vraiment super. Le seul bémol, c'est qu'il faut donner de l'argent à Jeff Bezos pour le regarder. Ouais, du coup. Après, il y a des moyens illicites qu'on ne peut évidemment pas recommander aux gens. Lire The Pirate Bay, c'est pas bien. Par exemple. 411. Mais oui. C'est ces trucs-là auxquels on peut pas forcément accéder d'ailleurs sans avoir changé les DNS de son ordinateur. Par exemple, en utilisant les DNS de Google qui sont 8888 et 8844 pour les DNS secondaires, ou alors le 1111 qui est un DNS très rapide et qui est très efficace et qui permet de outrepasser les filtres que vous imposent vos FAI. C'est ça. Je connais quelqu'un qui n'est absolument pas dans ce podcast et qui n'est pas en train actuellement de parler dans mon micro, qui a testé tout cela récemment et qui peut confirmer que ça marche très bien. Je ne connais pas ce genre de personne. Ne nous regarde pas. C'est ça. Alors, moi j'ai un... Juste pour finir, pour finir du coup, parce que j'ai parlé de 2 séries, j'en ai parlé que d'une. La deuxième et dernière, du coup, et là j'aurais fini avec ma liste, c'est Mars, qui tout simplement, voilà, ça s'appelle Mars, qui est à la fois série et docu. Et là, pour le coup, là, on est vraiment sur la mission. Ça y est, l'homme a mis le pied sur Mars. Donc, on voit les difficultés qu'il pourrait rencontrer, la manière un peu de Seul sur Mars. Voilà, une fois sur le sol martien, tout simplement. Et quelles sont les complications qu'ils peuvent rencontrer pour construire une base, pour survivre, tout simplement. Et je vais pas spoiler, mais en gros, il y a une petite partie qui part sur de la fiction, mais c'est tellement léger que en fait tout le reste passe, c'est-à-dire que c'est réaliste à 89%, quoi. Et surtout que derrière, il y a beaucoup de scientifiques qui s'expriment entre 2 scènes pour dire voilà,
Là, pour faire un module Mars, sur Mars, il faudrait faire comme ci, comme ça. Enfin, voilà. C'est entre la série et le docu, et c'est vraiment super. Donc, la série Mars, qui est sur Netflix. Et, voilà. C'est sur 2 saisons de mémoire. Ouais, 2 saisons. Et vraiment, c'est super. Peut-être que justement, le roman Mars de Ben Bova a été un peu inspiré, parce que effectivement, dans mes souvenirs, c'est un roman extrêmement précis, justement, dans la description, justement, de la première mission martienne, c'est-à-dire les premiers êtres humains qui foulent le sol sur Mars. Peut-être qu'il y a eu une petite forme d'inspiration, ou en tout cas, effectivement, c'est peut-être leur roman de chevet. Ouais. Ou alors, ceux qui l'ont tué pour pas payer les droits. Alors, du coup, tu t'es vraiment concentré sur la conquête spatiale, et c'est vrai que c'est le sujet qui est le plus dominant dans la RDSF, a priori. Ouais. Moi, j'ai trouvé d'autres films qui étaient catégorisés là-dedans, mais qui parlent pas du tout de conquête spatiale, et il y en a un en particulier dont je voudrais parler, qui s'appelle Primer. Ah, bah, j'ai failli en parler. Mais je me suis dit, Ultra Chill, il va en parler, et donc je vais lui laisser la main sur Primer. Mais ouais, j'ai failli en parler. Ah, alors, vous l'avez vu ou pas? Pas du tout, non. Et Jérôme, tu l'as vu? Forcément. Tu l'as revu combien de fois? Sur tes conseils. Alors, honnêtement, je l'ai vu qu'une fois. J'ai hésité à le revoir là avant le podcast pour me rappeler un peu du truc, mais bon, finalement, je me suis dit que j'en parlerai quoi qu'il arrive mieux que moi, donc que je te laisse. Parce qu'en fait, c'est un peu le film qui a la réputation d'être le film qui est le plus baiser de cerveau au monde. Le scénario de Primer, il faut lire un guide en fait pour le comprendre. Même avec la meilleure volonté du monde, tu vois le film une fois, t'as une vague idée de ce qui s'y passe, qui est très satisfaisante déjà, hein. Oui. Mais si tu veux suivre le truc exactement dans le bon ordre, c'est très très compliqué. C'est un film qui parle de voyage dans le temps. Donc en gros, c'est 2 ingénieurs qui essaient de faire une machine qui influe sur la gravité et qui par hasard crée une machine qui permet de voyager dans le temps. Et voilà. Bon, je vais pas en dire plus parce qu'après le reste c'est le film. C'est très envie de voir. Ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est pas du spoil, hein, c'est que le budget pour ce film est ridicule, mais vraiment. Il y a aucun effet spécial. C'est vraiment très on va dire limite technologie fait dans le garage, quoi. Donc faut pas s'attendre à un truc visuellement ouf. On est vraiment limite sur du film amateur ou quelque chose comme ça, donc il faut pas s'attendre à de la réal de fou ou à des effets spéciaux. Ça reste très correct après, hein, y a pas de... Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu Star. Le film est très intéressant, et voilà, il faut pas s'attendre à quelque chose qui en met plein les yeux, parce qu'on est absolument pas dans son registre là, quoi. Après tu disais... $7 000 de budget. Pardon? Je viens de lire $7 000 de budget. Ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ridicule. Hein. En dessous de ça, il y a le mariachi, quoi. Tu vois, et d'ailleurs, tu disais, sans vouloir spoiler, ce film, tu peux pas le spoiler. Même si tu racontes le film du début à la fin, tu le spoiles pas. Parce voilà. Que... enfin, le seul spoil, c'est le genre qui voit dans le truc, et ouais, voilà, c'est... oui, mais... à la limite, quoi. Il y a encore... voilà, c'est parti de l'histoire, donc... Et alors du coup, j'en reviens à ma question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut avoir une RDSF qui s'intéresse à la science, à l'ingénierie dans moult détails, hein, qui est quelque chose qui est vraiment très très poussé là-dedans, où on va te présenter tous les principes de tout le fonctionnement, etc. Mais sur une science qui est complètement pétée et en grande partie inventée, parce que là, en gros, la machine. Alors on va parler très en détail de tout ce qui concerne la logistique et du voyage dans le temps, ce que ça implique, ce que ça peut, ce que ça demande. Mais la machine elle-même, on nous la présente de manière assez rapide, et on nous dit en gros, ouais, bon, on a essayé de faire un truc qui modifie la gravité, ça voyage dans le temps. Et ça va pas beaucoup plus loin que ça, donc t'as un côté un petit peu magique si on le compare à nos connaissances actuelles même si c'est pas en contradiction avec nos connaissances actuelles. Mais ça reste vraisemblable, en tout cas, ça reste cohérent et vraisemblable dans l'univers interne de l'œuvre. Ben alors moi, si je peux un peu donner ma réponse, qui est un peu liée à ma sensibilité à moi, hein, c'est très personnel, mais pour moi, à partir du moment où on sort vraiment de nos connaissances actuelles, pour moi, on sort de la hard SF, parce que si on suit un peu cette idée-là de cohérence juste au sein de l'univers du film, pour le ranger dans le genre de hard SF,
à ce moment-là, on met aussi Retour vers le futur dedans, tu vois. Et c'est exactement où j'allais en venir, mais voilà. Là, tu viens de me niquer mon truc parce que j'allais vous dire, parce que moi, je connais un film qui est très cohérent, qui nous parle beaucoup de détails techniques, qui nous présente en détail le fonctionnement de la machine, avec même de manière plus détaillée que dans Primer, qui est extrêmement cohérent, qui nous explique les détails sur comment atteindre la vitesse nécessaire, produire l'énergie nécessaire, l'explication des paradoxes temporels, etc., qui est, vraiment, c'est un des moments cultes dans l'histoire de la SF, c'est l'explication des paradoxes temporels dans Retour vers le futur. Bien sûr. Et si on suit la définition à la lettre, en fait, c'est pas très loin de la RDSF, en dehors du fait qu'il y a des aspects complètement pétés dans la physique, mais que, après tout, est-ce que on a aujourd'hui la preuve que tout ça est faux? Moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur vos deux conceptions. Effectivement, pour moi, Retour vers le futur n'est pas de la hard SF pour la bonne et simple raison que le sujet principal de l'intrigue, ce n'est pas la science. Non, mais ça fait quand même partie. Oppenheimer, dans la façon dont vous me le décrivez, le sujet, et pour moi, du coup, effectivement, c'est de la hard SF parce que le sujet principal, c'est le voyage dans le temps. En fait, c'est véritablement le mécanisme qui fonde ça. Donc du coup, effectivement, alors je suis pas d'accord. Ouais, bon, en plus, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Retour vers le futur, ce qu'on en retient, c'est l'histoire de Marty. Mais ce qu'on nous montre dans le film, ça parle énormément de la science et de l'amour de la science. Bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, pour moi, c'est quand même pas un film de hard SF, c'est quand même quelque chose qui, en fait... Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà. C'est dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas un film de hard SF parce que le propos est ailleurs. Effectivement, c'est un film qui te donne envie d'aller expérimenter et autre chose. C'est un film qui fait rêver, en fait, tout simplement, quoi. Mais pour moi, c'est pas de la hard SF. Du coup, en fait, là, on est en train de faire la transition, sans le vouloir ou pas, je ne sais pas, mais du coup, de la continuité du sujet, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et Ced a glissé dessus là à l'instant, sur ce côté-là des incohérences et du côté réaliste qu'on peut questionner dans ces œuvres-là. Et voilà, moi, ma position, clairement, c'est que toutes les œuvres que j'ai citées tout à l'heure, la grande majorité, pour moi, elle rentre pas en fait dans la hard SF, dans la définition que moi en tout cas j'en ai. En partir pareil, hein, toujours sur un ordre chronologique de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ultra TV, a évoqué le monolithe tout à l'heure. Effectivement, déjà ça part de là sur la première chose qui déjà est inconnue par rapport à notre connaissance actuelle. Et après il y a tout un tas de choses. C'est pas contradictoire avec l'état de nos connaissances actuelles. C'est pas contradictoire, mais après justement je vais aller plus loin. Il y a par exemple la technologie qui dans les vaisseaux, enfin dans le voyage, quand ils font le voyage Terre-Lune, là, le premier, au tout début du film en fait, il y a cette technologie qui permet de créer une gravité artificielle grâce à la grande roue. Non, ça c'est même après le voyage, c'est justement quand ils vont quand tu quittes la Lune. Mais voilà, on voit cette technologie, déjà, ça, c'est... en l'état de nos connaissances actuelles, on peut pas faire ça. On peut même pas se projeter sur faire un truc comme ça. Pour l'instant, c'est même pas vérifié. Pareil, la croisière spatiale... Est-ce que théoriquement, ça peut marcher, en fait? Moi, je pense qu'à partir du moment où dans la théorie, ça peut marcher, mais juste on n'a pas la possibilité de le créer aujourd'hui, c'est pas forcément contradictoire avec les connaissances de la science actuellement. Alors, admettons sur ça. Du coup, on glisse un peu sur le côté fiction spéculatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, où... allez, on va laisser le doute sur ça, admettons. Mais il y a des choses où il y a clairement du foirage, c'est-à-dire quand à l'instant il y a le type qui communique avec sa gamine, il est sur la Lune et elle est sur la Terre, normalement il devrait y avoir un décalage dans la conversation, et là ils se font une visioconf ultra fluide, il n'y a pas un décalage, il n'y a rien. C'est peut-être le monteur qui a fait du taf. Incroyable. Après, pareil, t'as des gros soucis, enfin la pesanteur, il y a des moments où ils connaissent pas ça dans le film, quoi. Ils marchent tranquilles dans le vaisseau, ils boivent... Est-ce qu'on savait à l'époque? Arrête. 68 quand même. Ils boivent de l'eau. C'était un an avant le premier oui, mais le premier homme sur la Lune. Oui, donc, alors sur la Lune, ok, mais il y avait déjà eu des hommes envoyés dans l'espace, la pesanteur, on savait déjà ce que c'était quand même, quoi, à cette époque-là. Alors moi j'ai vu une vidéo d'un gars qui parlait il disait ils envoyaient je sais plus de quelle mission Apollo dans l'espace pour vérifier qu'effectivement sur la Lune la plume tombait aussi vite qu'un marteau, et d'ailleurs le gars refaisait l'expérience avec un tube, il avait un tube juste qu'il avait passé un aspirateur dedans pour vider l'air et puis il faisait la même chose,
Alors j'avais dit au gars dans j'avais laissé en commentaire, en fait c'est lui qu'il faut embaucher, ça économiserait des centaines de dollars au gouvernement de faire ça, ça coûte beaucoup moins cher, beaucoup moins cher de faire un tube comme ça que d'aller dans l'espace. Et après il se met à faire une simulation où il montre une balle de golf et la lune qui tombe sur la Terre à la même vitesse, et je me suis dit non, faut pas l'embaucher à la NASA lui, parce que là il fait des simulations parce qu'il a pas les moyens, mais qui sait ce dont il serait capable s'il avait les clés de la NASA. Du coup, pour continuer sur 2001, pareil, il y a l'IA qui est dans le vaisseau, qui te dit des phrases du style je pense que vous ne devriez pas faire ça, d'où une IA elle pense. Enfin, genre, oui, bon, après, c'est sûr que le premier vol sur la Lune qui a lieu un peu plus tard, les ordinateurs de bord, c'était des ordinateurs analogiques. C'est ça, mais même, on en est très loin. On est en 2020, tu dis, OK, Google, appelle Gérard, enfin le truc il marche pas, enfin voilà, c'est donc voilà, pour moi. Alors, vraiment j'ai entendu un de mes collègues dire mais nick ta mère la pute Siri, et Siri lui a répondu je n'ai pas de parents car je suis oui, bon, ça c'est la réponse sûrement préprogrammée, etc. Mais oui, peut-être que juste il a de la chance, le héros de 2001. Il tombe des phrases préprogrammées, c'est peut-être prévu quoi. Après, je vais rentrer totalement en contradiction. Du coup, en quoi 2001 l'Odyssée de l'espace en fait n'est pas forcément selon les critères que tu viens de dénoncer, Jérém, un pur film de hard SF. En fait, c'est parce qu'il aborde cette problématique de hard SF sous un plan métaphorique en fait. En gros, toute la lenteur ne travaille avec la musique classique dans le film. C'est une éloge à la lenteur du voyage spatial en fait. Et pour revenir justement au choix, là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous deux, c'est que à un moment donné, c'est quand même les années 60 et le numérique, c'est même pas encore dans les têtes. L'ordinateur, je crois qu'il vient de naître, ou Internet vient de naître, donc du coup c'est. Oula non, on n'en est pas. 57, 67. Internet arrive beaucoup plus tard. Ouais. Enfin, je sais plus exactement, je pense que je vais dire. Je devrais pouvoir te dire la date exacte parce que ça faisait partie des cours que je donnais il y a encore quelques années. mais ça arrive beaucoup plus tard. Quand je veux dire Internet, c'est là je viens de vérifier en 1965. Les prémices d'Internet. Ouais, c'était ARPANET. Non, c'était en 69 ARPANET. Ouais. Donc du coup, c'est contemporain en fait. Mais t'imagines pas forcément, effectivement, parce qu'on regarde justement, on parlait d'Alien la dernière fois, les interfaces, effectivement, ça faisait les ordi des années 80 qu'on avait, quoi. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que tout la magie un petit peu du film de Kubrick, c'est véritablement ça. C'est prendre, en fait, c'est presque ces aspects philosophiques, en fait, de la vie. Et les transformer de manière métaphorique. C'est-à-dire que du coup, la lenteur du voyage spatial, elle est évoquée par justement ce ballet musical, notamment. Ces scènes extrêmement contemplatives. Du coup, là où on est véritablement dans de la pure dynamique de hard SF, c'est justement, et si, justement, c'est l'importance du et si l'IA, en fait, avait assez de puissance de calcul, en fait, pour développer sa propre conscience, et ce qui est l'une des thématiques, justement, très forte en SF. Donc, pour moi, c'est pas forcément, la hard SF, c'est pas forcément de l'anticipation. Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va justement partir de théories parfois un peu extrêmes, mais pour les développer de manière cohérente. C'est-à-dire que du coup, on va dire, et si on était capable justement de franchir la vitesse supraluminique. À partir de là, c'est comment on va la démontrer, c'est qui va devenir intéressant pour l'auteur qui s'en empare, enfin en tout cas en partie. Et comment bâtir, on va dire, tout son univers, mais son écosystème en fait autour de ces théories ou ces concepts. Tu vois, déjà là ça me gêne parce que scientifiquement il y a rien de plus rapide que la vitesse de la lumière, et là tu me parles déjà d'aller plus vite que ça. Alors pour faire un petit déjà moi tu vois, ça me fait mal au cul dans ma science quoi. Pour faire un petit spoil par rapport en même temps c'est vraiment pas l'essentiel de ce que j'avais parlé pour la littérature. Si je m'en réfère en fait à ce que j'ai lu, comme je disais, c'est pas forcément un genre que j'ai énormément lu. En tout cas, les auteurs que j'ai lus, qui s'appelle Alastair Reynolds, c'est le seul en fait, ou un des seuls en tout cas, qui rentrerait dans ta définition de la hard SF, en tout cas d'un point de vue technologique. Il explique lui comment les vitesses supraluminiques il les envoie chier en fait, en quelque sorte. Donc et il explique comment à chaque fois c'est super lent en fait, super long. Et mais en gros tous les autres grosso modo
c'est pas qu'ils sont pas chiés, mais du coup ils adoptent en fait d'autres concepts, ils comment dire, ils extrapolent en fait en quelque sorte des théories possibles, et c'est là en fait où la définition elle est soit restreinte ou soit générale, hein, comme on dit, pour faire un petit hommage à Einstein au passage, ou relative en tout cas. Après, si on peut poursuivre un peu les incohérences dans les films que j'ai cités, si vous voulez bien, on va glisser sur Apollo 13 du coup, vu qu'on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué les aspects. Alors là, c'est grave du coup de faire des incohérences dans Apollo 13. Oui, parce que c'est un film qui se veut hyper réaliste normalement, on est d'accord. Non, c'est quoi? Il y avait un mec qui avait un iPad dans le fond ou... Non, même pas. Alors, en fait, à un moment t'as un plan large. Téléphone portable. À un moment t'as un plan large qui montre voilà le module Apollo, la Lune et le Soleil. Et si les proportions étaient correspondaient à ce qu'on voit à l'image, en fait le module il ferait à peu près la taille de l'Australie et il irait 1000 fois plus vite que la vitesse à laquelle allait Apollo. Donc déjà il y a ça qui fait un peu mal au cul, et pareil, t'as des plans où tu as du bruit, les réacteurs ils font du bruit dans l'espace, dans le vide spatial. Voilà, c'est des choses comme ça qui niquent un peu le côté réaliste qui est voulu. Et petite parenthèse, du coup, par rapport à 2001 aussi de l'espace, plutôt que d'entendre on n'entend rien quand ils sont dans l'espace. C'est le truc que je trouve génial dans 2001, c'est justement qui te balance de la musique comme tu dis. Et sans bruit de fond, sans rien quoi. Où c'est vraiment l'impression qu'il y a du vide. Pourtant on entend la musique, mais je trouve ça super. C'est un truc que je trouve fabuleux dans 2001. Un des plus beaux plans de Star Wars 8, à l'explosion du vaisseau, et là on a un grand silence. Oui. Alors que dans toutes les batailles, dans toutes les batailles de Star Wars, on entend toujours tout quoi. Mais est-ce que c'est pas à l'intérieur qu'ils entendent les bruits de laser? Est-ce que c'est pas quand le laser chauffe à l'intérieur du vaisseau, avant qu'il sorte, qui fait le bruit? Ou est-ce que c'est pas un détecteur, un truc qui dit oh putain, on a détecté qu'il y avait un laser, un tir de laser vers nous, donc on fait un bruit pour le géolocaliser. Non, tu regardes les scènes de guerre dans l'espace, les scènes de bataille spatiale dans Star Wars, tu vois les vaisseaux de l'extérieur, tu entends piou piou piou, enfin voilà. Donc ouais. Technologie. Qui vérifie ça? Par exemple, moi, si jamais je regarde un film qui est très pointu sur quelque chose et j'ai l'impression que tout est vrai, et je me dis mais en fait c'est juste que je suis une grosse merde en physique, je connais rien. Est-ce qu'il y a un comité, un truc, des associations qui se réunissent pour dire bah écoute, on va regarder tous ces films à la loupe et on va voir si c'est correct ou pas? Alors je crois pas, mais en général ça arrive souvent par contre que tu as des scientifiques qui s'expriment sur ces films-là, et alors par exemple les sagas Star Wars ou même Star Trek, elles sont hyper bien appréciées des scientifiques, mais juste pour le côté fun, pas du tout pour le côté scientifique de la chose. Par contre pour eux les films les plus réalistes, tu as Apollo 13 dedans, Seul sur Mars, et le fameux film que j'ai cité tout à l'heure, le nom va me revenir, Les Figures de l'ombre. Voilà, c'est les trois films qui sont les plus cités comme étant les plus réalistes et plus respectueux de la science. Deux, en fait, déjà des espèces d'histoires vraies, enfin, effectivement, c'est assez étonnant, en fait, que sur les trois, soit une vraie fiction, on va dire, pure et dure, et les autres sont des biopics, quoi. C'est ça. Après on va un peu glisser sur Sunshine parce que alors on l'a évoqué, hein, donc je rappelle l'histoire, hein, il y a un vaisseau qui s'appelle donc Icarus 2 qui est envoyé suite à l'échec d'Icarus 1 dans sa première ça commence mal quand ça commence comme ça. Déjà ça commence mal. Le vaisseau 2 parce que le premier on l'a paumé. C'est ça. C'est mauvaise le premier avait échoué à rallumer le soleil et il avait plus donné de signe de vie, plus rien. Et donc c'est Icarus 2 qui est envoyé pour prendre la relève, et c'est en gros la dernière tentative des humains. Si là ça foire, il y a plus d'humanité, il y a plus rien quoi, c'est fini. Et là c'est pareil, bon déjà le postulat de base. Alors que nous depuis le confinement, on a appris qu'on avait plus besoin de soleil pour vivre. Ah bon? c'est vrai, dans un sens. La lumière des écrans ça suffit quoi. Voilà. Et pour juste finir de présenter un petit peu Sunshine, effectivement, tout ça, je disais que c'est basé sur le film d'Andrzej Tarkovsky, Solaris, et qui est lui-même une adaptation d'un des, on va dire, des auteurs de l'âge d'or de la hard SF, Stanislas Lem, avec le roman du même nom. Donc du coup, effectivement,
l'art d'SF au cinéma, c'est l'héritier pur clairement. de l'art d'SF en littérature, encore plus peut-être qu'ailleurs en fait. Donc du coup là, Sunshine, déjà, le postulat de base, il est pour moi déjà... Enfin, c'est abusé, quoi. On réanimait le soleil avec une bombe nucléaire, enfin, soyons sérieux, s'il vous plaît, quoi. Ça fait même pas un pédomouche, quoi, une petite bombe nucléaire humaine à la con, quoi. Et bon, au-delà de ça, il y a des scènes dans le film, pareil, où... si tu pouvais fermer ta gueule. À un moment, t'as 4 membres d'Icarus 2 qui sont envoyés sur Icarus 1 parce qu'ils finissent par retrouver, spoil, l'épave d'Icarus 1. À un moment, t'as une scène où il y a la rupture d'un sas. T'en as un qui sacrifie pour que les 3 autres soient éjectés vers le sas d'Icarus 2 par la dépressurisation. Et donc en fait il n'y a pas cette combinaison pour tout le monde. Du coup tu en as 2 qui s'emballent avec de l'isolant prélevé sur les parois de Icarus 1 pour se protéger du froid spatial. Le souci c'est que dans l'espace il y a pas d'air et donc pas de pression, donc s'il n'y a pas de combinaison au moment où il y a la dépressurisation du sas, les deux membres qui ont pas de combinaison ils explosent, quoi. Oui, carrément. C'est des choses comme ça. Et là, on n'est pas sur, on se projette sur de la théorie ou quoi. Là, c'est de la physique pure, quoi. Je viens de réaliser, en fait, l'adaptation de Solaris de Tarkovsky, c'est Solaris de Soderbergh, c'est pas Sunshine. Ah, putain, je confonds les 2 films. Mais ouais, pareil. C'est maintenant en réécoutant l'histoire que je me suis... Parce que justement, Sunshine, je crois, est basé sur le même roman. Solaris, mais là, du coup, j'ai un petit bug. Effectivement, je pense que tu as raison. C'est pour ça que du coup, j'ai l'impression, je me dis, mais en fait, là depuis tout à l'heure, ce qu'il me dit Jérém, ça correspond pas à... Oui, mais... c'est merde. On date à peu près de la même période, je crois, c'était début 2000, un truc comme ça. Donc... Ouais, voilà. Donc, du coup, je me dis, merde, je connais pas cette histoire, mais j'étais en train de dire, mais non, mais moi, dans Solaris, il se passe ça, ça et ça. Et ouais, donc en fait, aucun rapport avec la choucroute. Désolé. Donc voilà, pour ces raisons-là, Sunshine, pour moi, on est vraiment pas dans de l'art d'SF. Après, bon, je vais pas tous les faire, hein, je vais encore en faire 2 ou 3 histoire de pour la démonstration. Voilà, Gravity. Je fais une petite parenthèse justement pour le Nutella sorti dans l'espace, les membres qui explosent pas. Je pense toujours au remake de Total Recall avec Colin. Quand il se pète la vitre là, qui la vitre qui traverse le centre de la Terre à des vitesses assez extraordinaires et que pas de problème, il grimpe. Ça m'a fait penser cette scène-là qui est absolument incroyable pour fracasser un pacte de lecture, quoi. Et du coup voilà, j'avais parlé de Gravity. Voilà, les cheveux de Sandra Bullock. Ils savent pas ce que c'est la pesanteur, hein. À aucun moment ils flottent ni rien. Il y a beaucoup de gel, on sait pas. Ouais, peut-être. Il y a un truc qui est hyper incohérent, c'est que t'as les rôles qui s'inversent, c'est-à-dire que t'as Clooney, c'est un astronaute, et t'as Bullock, c'est un médecin normalement. En fait, c'est George Clooney à un moment qui informe Bullock de ce qui se passe médicalement si elle est privée d'oxygène. Voilà. Mais ça peut s'expliquer aussi, parce que t'es médecin, tu penses pas forcément dans tes études, tu vois pas forcément ce qui se passe quand t'es un chef ou quoi. Oui, c'est logique. En général, si tu le vois quand même. Tiens, qu'est-ce qui va m'arriver si j'ai plus d'oxygène? Merde, putain, je suis médecin, je ne sais pas, j'ai oublié, quoi. Alors, attends, c'était la première année, ça remonte, hein, tout ça. C'est pas un peu comme quand ton cœur s'arrête, ton cerveau, non, je sais plus. Attends, je vais regarder sur Wikipédia. Voilà, sans parler du côté. Je voulais pas des conditions, peut-être que, enfin, je sais plus exactement comment ça se passe dans le film, s'il parle vraiment de... Voilà, elle s'est formée sur Doctissimo. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, elle a eu son diplôme en Corse. Je balance. Pour ceux qui habitent un peu loin, c'est un peu le cheat code, la Corse. Bon, s'il y en a qui veulent envoyer une balle dans une enveloppe à Ultra Chili, j'aime les Corses, j'adore les Corses. On vous balance son adresse à la fin du podcast. Voilà. Et je suis sûr qu'il y en a qui ont passé leur vrai diplôme. Mais ceux qu'on connaît, pas forcément. Ça sent l'histoire de vécu, en tout cas. Voilà. Après, pareil, pour Ad Astra, je trouve que le film, d'une manière générale, il est très réaliste, voilà, de la manière dont c'est abordé, mais il y a quand même des incohérences.
sur la gravité, il y a des moments où ça chie un peu, d'un coup ils oublient ce que c'est. Dommage, pendant que ah non, pardon, tu parles d'Astra, je pensais que tu parlais encore de Gravity, j'allais dire c'est dommage de foirer la gravité dans Gravity quand même. Donc ouais, dans Astra, voilà, t'as ça, t'as les soucis de gravité, enfin, pareil, il y a une course sur la Lune, de mémoire, pareil, t'entends un peu du son. Bon, c'est des choses qui sont un peu rédhibitoires pour moi. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Après... Jérém, du coup, effectivement, du coup, par rapport à la gravité, parce que effectivement, ça a l'air d'être problématique, est-ce que justement la gravité, telle qu'on la connaît, telle qu'elle est comme phénomène physique réel, elle n'est pas anti-cinématographique quelque part, ou je sais pas, c'est une vraie question, là, c'est... Moi, après, je reste vraiment sur le côté scientifique. Après... Ouais, non, justement, est-ce que c'est pas du coup, il est tellement pas tape à l'œil que du coup, bah, on fait avec ça fait partie, ça fait un peu partie de la conclusion, en fait. Bon, à la limite, on peut sauter, j'avais parlé d'Interstellar, des incohérences, mais bon, on s'en fout. Ah non, mais vas-y, pour l'incohérence. Allez, on va enculer Interstellar. Encore, hein. Pas trop de feuilles, hein. Alright. Bon, ça va, je peux parler sans... Enfin, je te rappelle que tu es en présence du sosie officiel. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, c'est vrai. Dédicace à l'autre... Du coup, qui est un ami à nous. Oui, tu sais, du coup, comment j'appelle oui, ce n'est pas The Pool. À l'autre... Référence dédicace à Monsieur Andrés. C'est ça. Et Jean-Charles. Du coup, ouais, dans Interstellar, alors attends, parce que comme tu dis, je vais pas te spoiler le truc The Poulpe, donc je vérifie quand même. Ouais, ça je peux le dire. En fait, tu as la navette qui décolle de la Terre grâce à une fusée qui est énorme. Jusque là, bon, comme ça se fait normalement pour les voyages spatiaux. Et en fait, cette même fusée, elle va redécoller de d'autres planètes, normalement quoi. Donc, ce vaisseau il va redécoller d'autres planètes sans fusée. Donc déjà, il y a l'incohérence par rapport à ça. Ouais, après ça dépend de la gravité sur ces planètes, mais a priori en plus c'est un petit peu contradictoire parce qu'elles sont plus fortes, je crois, sur les autres planètes. Ouais. C'est ça, il y a un souci comme ça. Pareil. Après aujourd'hui on a des réservoirs comme ça qui sont réutilisables. Ouais. mais ils y sont pas. Ouais, ils y sont pas quoi. Pareil, à un moment, bon, les chips pour voyager d'un système à l'autre, ils passent par un trou noir, et il y a aussi de la cryogénisation, donc bon, voilà. La cryogénisation dans la théorie, c'est juste du côté pratique là aujourd'hui qu'on sait pas comment le faire fonctionner sans tu meurs. Oui, donc voilà, aujourd'hui si on te cryogénise, tu meurs comme tu dis. Alors, en l'état actuel, on sait pas réveiller quelqu'un, donc c'est mort. Ah, peut-être en plus, enfin je sais pas, il y a déjà dû avoir, je suis sûr et certain qu'il y a déjà des médecins russes ou des nazis qui ont cryogénisé respectivement des chiens ou des enfants dans des expériences. Et ils font encore dodo. Voilà. Et qui ont réussi à réveiller, ils ont réussi à greffer des têtes une deuxième tête sur un singe, je sais plus quoi. Enfin tu vois, c'est des trucs on t'en prépare avec des humains, tu vois. Mais peut-être que ça peut marcher un petit peu. Ouais, je suis pas convaincu. Au bout de combien de semaines le corps a rejeté la tête? C'est ça qui m'intéresse moi. Quelques minutes, mais pendant quelques minutes, il s'est tordu dans des spasmes de douleur intenses. Il parlait, putain, niquez vos mères, vous m'avez fait quoi? Il y a un mec qui voulait se faire greffer une tête, là, en Italie, il y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 ans, là, un gars qui voulait se faire greffer, enfin, en gros, qui voulait se faire greffer un corps. Je sais pas pourquoi on parle de greffe de tête, alors que, principalement, c'est une greffe de corps, en fait, mais, ouais, je sais pas ce que ça a donné, je sais pas s'ils l'ont fait, finalement. Je sais pas si vous vous souvenez de ce docteur italien qui voulait faire une greffe de tête. Pas du tout, non, ça me parle pas. Ils ont parlé beaucoup, hein, c'était il y a pas très longtemps, c'était un truc très sérieux, c'était genre il y a 1 ou 2 ans. C'est pas le docteur Testa? Bon, excusez-moi, blague nulle. Pardonne, Jérém. Et voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il arrive un moment donné où, oui, il y a des choses qui sont pas possibles aujourd'hui techniquement, mais qui sont pas forcément, c'est pas pour ça qu'elles sont pas recherchées et qu'il y a pas des avancées là-dedans dont on n'est pas forcément au courant. Oui. Mais bon. C'est
le principe de la science, c'est que normalement, faut que les choses soient prouvées. Donc, si elles sont pas prouvées, c'est qu'a priori, elles sont pas valables. C'est pas de la recherche. C'est pas un mémoire de, c'est pas, comment ça s'appelle, une publication scientifique. C'est un film qui doit... Ouais, effectivement, là, c'est là où peut-être que on diverge un petit peu sur la définition de la RDSF. C'est-à-dire que du coup, pour moi, la RDSF, c'est pas un essai scientifique, sauf dans de rares exceptions, en tout cas en littérature. Et effectivement, si ça se base sur des solides connaissances scientifiques, ce n'est pas un essai scientifique. Ouais, bah en fait, parce que là t'as des scientifiques qui vont te dire aujourd'hui, oui, si tu vas dans un trou noir, c'est bon, ça va. Il y en a qui peuvent te dire ça aujourd'hui. Oui, ça reste théorique, ça reste théorique. Oui, mais sinon c'est plus de la science-fiction. Enfin, je veux dire, le voyage vers Mars, c'est théorique. Pour l'instant, c'est compliqué. On peut pas le faire là. Enfin, si on pourrait. Alors si, vraiment très compliqué. On sait comment faire. Le souci, c'est qu'on sait pas au niveau du corps humain, en fait, comment pendant le voyage qui va durer 7 mois, parce qu'un voyage sur Mars, ça dure dans le délai le plus court 7 mois. Comment réagit, enfin, on sait comment réagit un corps humain sans apesanteur pendant 7 mois, et c'est très problématique. Et l'idée là, c'est de contrôler ces problèmes-là pour qu'on puisse avoir des êtres humains qui arrivent au bout de 7 mois sur Mars et qui seront capables de se tenir debout, de pas être malades. Aujourd'hui, la limite, elle est principalement là, en fait. Elle est pas sur le côté technique de la navette, du stockage des denrées, ce genre de choses. Ça, ils sont quasi au point sur tout ça. On est vraiment là. Ça veut dire que si on veut vraiment être extrêmement pointu sur le côté réaliste, il reste un film. Oui, on peut aller sur la Lune. Même pas. Aujourd'hui, on peut aller sur la Lune, c'est... Et même là, ils ont réussi à foirer. Non, mais tu vois, j'admets, qu'on puisse aller sur Mars, parce qu'on en est assez proche, et je pense qu'on y arrivera. Je pense qu'on n'ira jamais au-delà de Mars, mais bon, après, je peux me tromper, hein. Il y en a qui pensaient pas qu'on irait sur la Lune, on y est allé, donc... c'est un peu une nécessité, quand même, d'aller au-delà de Mars. C'est une nécessité absolue pour notre survie, en tant qu'espèce, mais après, entre la volonté et la réalité, enfin, on supporte très très mal l'absence de gravité, donc... Alors, est-ce que la solution, ce serait pas juste de se lester un petit peu avec, tu sais, les poids pour faire la gym? Ben, ils ont pensé à ça. Tu veux que je leur écrive un email à la NASA? Ils essayent plusieurs choses, hein, mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment au point, quoi. Ou des aimants. Je pense que des aimants, ça pourrait faire l'affaire. Tu sais, des aimants sur les chaussures. Ben, c'est ce qu'il y a dans 2001, par exemple. Il y a un système un peu d'aimant qui permet aux hôtesses de l'air et même aux gens qui sont dans la navette de rester collés au pied du sol et de pas flotter dans les airs. Mais ouais, du coup, c'est vrai que bon, moi, en fait, du coup, pour conclure un peu ce sujet, ma position, je pense qu'elle est assez claire pour tout le monde, hein. Pour moi, le sous-genre qu'est la RDSF, au final, par rapport à la définition que moi je prends vraiment au premier degré, c'est-à-dire que quand on me parle de connaissances scientifiques, enfin d'une fiction qui est en cohérence totale avec les connaissances scientifiques au moment où l'œuvre est écrite ou réalisée ou créée. Voilà, pour moi, du coup, c'est vrai que ça limite beaucoup d'œuvres. Alors, du coup, ça te limite à l'anticipation finalement. En fait, où tu vas imaginer ce qui se passe avec les technologies qu'on a aujourd'hui, ce que ça pourrait donner demain. En fait, tant que c'est pas dans un côté trop abusé, j'arrive à accepter, à me dire bon allez, on fait preuve un peu de souplesse. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé de la série Mars, la série Netflix. Une fois de plus, je vais pas révéler quelques éléments, de l'histoire. Mais bon, le seul fait d'avoir toute une histoire qui se passe sur Mars actuellement, bon, on l'a pas fait, donc mais on en est proche. Donc je me dis allez, j'admets que on y est presque. Donc voilà. C'est un récit que j'arrive à accepter, ou même seul sur Mars avec Matt Damon aussi, que j'arrive aussi à accepter. Pour moi, je les rentre vraiment dans la RDSF parce que on y est presque. On touche du doigt le truc, mais après, quand je vois Interstellar où comme je l'ai évoqué, tu rentres dans des trous noirs et tout, pour moi là, on va trop loin. Même si après, la représentation des trous noirs, elle est assez réaliste par rapport à ce qu'on a pu vérifier, hein, avec la vraie image du trou noir qui a été révélée l'année dernière, où vous avez pas pu la louper, j'imagine. Alors j'ai vu plein d'images de trous noirs sur internet, mais je suis pas sûr que ce soit les mêmes. Alors c'est une espèce effectivement, ça avait fait un buzz assez important. Hein, donc. C'était la première fois qu'on pouvait confirmer visuellement la théorie d'Einstein, donc c'était énorme. On l'avait prouvé scientifiquement,
même via des données récoltées avec des capteurs, on avait quasi prouvé l'existence des trous noirs, mais il manquait juste la confirmation visuelle, et on a réussi à l'avoir. Donc bon, ça c'est des choses qui sont super. Et Interstellar, du coup, qui était sorti en 2014, donc bien avant cette révélation, la représentation qu'ils ont fait de l'horizon des événements et d'un trou noir, c'est assez proche de ce que ça, enfin de ce qu'on a réussi à avoir dans nos clichés. Donc ça, voilà, il y a des choses qui sont bien dans Interstellar, mais après, j'en fais pas non plus, voilà, pour moi, c'est pas une œuvre qui rentre dans la hard SF, au même titre que Gravity, ou même Ad Astra, ou Sunshine, enfin, tous ces films-là. Apollo, je le mets quand même dans la hard SF, parce que même s'il y a une ou deux incohérences, voilà, on va pas non plus chier, quoi. 98% du film est vrai, quoi. La question, c'est est-ce que les incohérences sont graves ou pas? Parce que tu me dis, il y a un peu de bruit dans l'espace. En fait, c'est comme si tu me disais, le mec, il boit, je sais pas, il mange des M&M, ça a été inventé l'année d'après. Alors, enfin, moi, le bruit dans l'espace, c'est un truc qui est tellement évident et connu aujourd'hui que c'est un truc, pour moi, ça pardonne pas. Si tu me vois un film, tu me dis c'est de la hard SF, les gars, on respecte la science, et la première scène, où tu vois le module voyager dans l'espace, ou le vaisseau, ou ce que tu veux, tu entends des bruits à l'extérieur, moi, perso, ça me nique un peu le délire, parce que c'est un truc, c'est évident, tu vois, enfin, il y a pas besoin d'être un scientifique, moi-même, je suis pas scientifique, je sais qu'il y a pas de bruit dans l'espace. Donc, bon, c'est des choses qui me dérangent, et surtout, en fait, si c'est sur un ou deux plans, allez, admettons, je comprends, et ça, c'est pour rebondir sur ce que The Pulp disait tout à l'heure, le fait que notre physique, elle est peut-être pas adaptée au cinéma, c'est-à-dire que, si on reste vraiment trop trop respectueux de la science, ben c'est vrai que ça enfin tu peux pas partir trop loin dans le spectacle en fait, et le cinéma c'est une industrie du spectacle par définition, donc je crois. C'est quelque chose qui est un peu contre, enfin chercher de la hard SF à tout prix comme moi je l'entends, ça va peut-être à l'opposé de la nature même du cinéma. Moi, je crois que tu cherches un cheat code pour pouvoir dire j'ai vu tous les films de hard SF, et il y en a pas. Non, pas à ce point, enfin, je serais tenté de dire oui, mais je sais pas, c'est pas ça, j'irai pas jusque là, parce que comme je dis, j'arrive à avoir une petite part de souplesse, on va dire, à accepter certaines choses, à me dire allez, ok, sinon, justement, on mettrait jamais rien dans ce sous-genre. Mais voilà, dans tous les films que j'ai cités, pour moi, la plupart ne fait pas partie de ce qu'à mon sens est la hard SF. Alors, j'ai ton anti-film de hard SF, et je vous pose la question si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que Prometheus n'est pas le film anti-hard SF par excellence? En plus, je l'ai revu il y a pas longtemps, et effectivement, effectivement, après ça rebondit un peu sur le truc de Ultra Chili, où il expliquait, voilà, c'est un peu ça, il pose cette question de savoir si un truc, même si ça respectait pas nos connaissances scientifiques, mais que c'était cohérent dans l'univers de l'œuvre, est-ce que ça pouvait rentrer dans le cadre de la RDSF? Oui, c'est un peu comme Retour à la futur, quoi. Si on pense de ce principe-là, oui, c'est cohérent avec l'univers alien et tout, mais après, on est loin de tout ce qu'on voit par rapport à notre physique, enfin, de nos règles physiques à nous. Mais après, on en découvre tous les jours. Par exemple, là, vous parliez de trous noirs. Il y a David Kipping, un astronome américain de l'université d'Oxford, qui a découvert il n'y a pas très longtemps que on était beaucoup plus proche, notre galaxie était beaucoup plus proche du trou noir qui est au centre de l'univers et s'en rapproche beaucoup plus vite. Par exemple, ça peut changer des trucs, ça veut dire que demain, ça se trouve, la gravité va changer, enfin, j'en sais rien, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut remettre en question pas mal de connaissances qu'on avait. Et bon, ça c'est anecdotique, je sais pas pourquoi j'ai essayé de faire une transition à la con, mais ce même David Kipping, c'est un mec qui a refait des calculs il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez de Nick Bostrom qui en 2003 avait posé l'hypothèse qui était est-ce que finalement on vit pas dans une simulation? Ah oui, et qui est arrivé à la conclusion, ils avaient fait des études statistiques qui disaient finalement ouais. J'ai une vidéo d'ailleurs qui exprime un peu sur le fait les probabilités qu'on vit dans une simulation. Voilà, donc à l'époque, en 2003, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il y avait plus de chances qu'on vive dans une simulation que non. Et là, il y a David Kipping qui a refait les calculs, a sorti ses calculettes, j'imagine, sa TX 92 collège, et il a refait les calculs et il est arrivé à la conclusion que en vrai, il y a moins de 50% de chances que ce soit le cas. Mais c'est énorme. Docteur Who explore cette possibilité, justement. D'accord.
Et du coup, vu qu'il y a des chances que, il y a 50% de chances, un petit peu moins de 50% de chances que tout ce qu'on connaisse de la physique et de notre univers soit fausse, et que, voilà, et que c'est scientifiquement accepté comme hypothèse, est-ce que finalement tout est pas de la RDSF? Vu qu'on sait pas. C'est tout dépend où on met le curseur. Le curseur pour moi, effectivement, c'est avoir un minimum de base de plausibilité scientifique dans l'univers décrit par l'œuvre, en fait. Et ce qui fait qu'effectivement on peut s'interdire de sortir les sabres laser et les blasters, ou balancer des champs de force et compagnie, mais du coup en fait l'idée c'est que on réfléchit que ce qui est au centre avant tout c'est une réflexion sur aussi sur la technologie, sur comment elle va être utilisée justement dans l'époque ou dans la situation qu'elle est mise en place. C'est vraiment là où c'est au centre pour moi véritablement du récit, en fait. Donc du coup c'est pas l'exemple que je vais donner moi où je vais me consacrer, effectivement pour le coup c'est celui où il y a le moins de technologie, et c'est un livre de RSF. Donc est-ce que justement on passerait pas à la partie littérature, de la facette littérature de la RDSF, ou est-ce que tu avais encore des choses à dire, Jérôme? Non, moi j'avais fini, je pense que là on était dans le bon tempo. Ah bah super, c'était une 30 sans vouloir. C'est ça. C'est beau. Alors, du coup, en littérature, on parle moins de hard SF que de hard science. Et du coup, plutôt parler effectivement de deux auteurs que vous connaissez très bien, les vrais précurseurs de la SF tout court, à savoir, vous allez me dire... Asimov. Non, plus vieux encore. Ah. Huxley Arthur C. Clarke. Mais déjà, c'est un des plus vieux, mais encore plus vieux. Bon, j'appelle Jules Verne quand même. Eh ben si, Jules Verne. Ouais. Et l'autre, anglo-saxon, qui est... celui qui a fait La machine à remonter dans le temps, par exemple. Ah, Wells. Ouais, exactement. Voilà. Ben, c'est un peu eux deux, les précurseurs de la hard SF, en quelque sorte, pourquoi? Parce que leur précis, en fait, basé sur la science, tout simplement. Jules Verne, je relisais justement quelque chose dont... Alors, je t'arrête tout de suite. Si Jules Verne, c'est de la RDSF, Retour vers le futur, c'est de la RDSF. Si t'avais bien écouté Ultra Chili, j'aurais dit précurseur de la RDSF. D'accord, ça va. Ce n'est pas encore de la RDSF, ça sent la RDSF, mais ce n'est pas de la RDSF. Ok, ça va. Je lis justement les premières lignes de quelque chose que je voulais vous lire plus tard, mais du coup en le relisant là, en ayant sous les yeux, je trouvais ça intéressant de revenir pour justement en quoi c'est précurseur, en fait. C'est le 8e volume des Voyages extraordinaires de Jules Verne, publié 5 ans après De la Terre à la Lune, dont il constitue la suite. Autour de la Lune a révélé avec le passage du temps les prédispositions de son auteur pour la préscience. Ce dernier imagine que 3 astronautes, dont 2 Américains, partis depuis la Floride parviennent à poser leur engin sur le satellite naturel de la Terre. Or, c'est précisément l'exploit que réalisera un siècle plus tard la mission Apollo 11. Je m'arrête là, en fait. C'est en ça que Jules Verne, en fait, est assez extraordinaire. Aussi, je me rappelle, là, c'est un souvenir d'enfance, Les Hommes Noirs, en fait, qui nous propose, avec des années d'avance, même si c'était déjà un petit peu dans l'air du temps, comment allait être utilisée la fée électricité. Y a vraiment chez ces deux auteurs, donc chez H.G. Wells, c'est vraiment toutes les thématiques du voyage dans le temps, de l'exploration spatiale, notamment de la rencontre avec l'alien, même si on l'a un peu exclu pour sa partie sur la RDSF. Et effectivement, je pense à l'anecdote de Orson Welles qui, en 1938, réadapte La Guerre des Mondes et fait croire aux auditeurs de la radio ce soir-là que la Terre est victime d'une invasion extraterrestre, même si la légende est belle. Effectivement, il y avait finalement peu de gens qui ont été paniqués. Alors moi, il n'y avait pas eu vraiment de gens qui se sont suicidés, des trucs comme ça. Si un jour on a un peu plus le temps et un peu plus l'occasion, c'est de mettre un petit peu des liens sur ce qu'on parle. Effectivement, il y a un article, un podcast très intéressant sur en quoi le canular d'Orson Welles est largement exagéré au niveau de ses effets. Et
du coup, ces précurseurs, en fait, ils ont donné vraiment ce qui allait donner ensuite, effectivement, les auteurs que vous avez commencé à parler. Moi, Huxley, justement, quand je cherchais un petit peu les définitions de hard et soft SF, c'était l'exemple type qui s'intéressait plus aux aspects sociaux et aux interactions entre les personnages dans leur environnement et entre eux, etc. Et ce qui est pas forcément contradictoire du coup avec la hard SF, hein, mais c'est effectivement, comme en tout cas ses œuvres dans la hard SF. Et là, effectivement, pour parler de 2001, l'espace, je cite l'excellent guide que je vous conseille sur le site lecultedapophis.com. Oui, il y en a qui vénèrent encore des dieux égyptiens. Qui dit, en fait, on conseillera tout particulièrement en 2001 et 2010, qui vous démontreront notamment clairement que se déplacer dans l'espace est un peu plus compliqué que le pilotage de type avion de chasse des mauvais space opéra. J'ai trouvé cette phrase énorme. Et effectivement, ça résume un peu la sensation que peut avoir Jérém face à des films de hard SF. Donc, en jeu vidéo, par exemple, moi, dans Star Citizen, j'ai jamais réussi à décoller de mon hangar. C'est un des rares jeux qui est proche de la hard SF. Un des rares. Avec Elite. Avec Elite, exactement. Donc j'ai parlé aussi de Stanislas Lem tout à l'heure, donc avec Solaris, qui sont vraiment le plus connus. Celui que vous connaissez tous, donc tu as nommé aussi Asimov. Effectivement, même si là, effectivement, on a un mélange de, peut-être que tu le définis, ou en tout cas, j'ai oublié son nom, Kipling, je crois. Oui, non, pardon, comment il s'appelle? Phil. Non, Peter Nichols, pardon. Ouais. Peter Nichols, ouais, voilà, qui dit, qui a un mélange un peu de hard SF et de soft FS, parce que, soft SM, donc, Alors, t'as dit FS et SM. Tu essaies de me dire des trucs, non plus, ouais, c'est... Soft SM. Alors, moi, je voudrais que tu me fouettes, mais pas trop. Il y a aussi un auteur que j'ai beaucoup dans mon enfance, que je lisais autant qu'Asimov, c'est A.E. von Vogt, dont je reparlerai un petit peu si on zoome sur une œuvre. La transition se fait pour la hard science avec, là je vous dis pas mal d'auteurs, mais après je développerai pas forcément plus que ça. J'inviterai à lire cet article sur lecultedapophis.com sur la hard SF. Et là, j'ai envie plutôt de faire un petit historique, en fait, en quelque sorte. La transition, c'est véritablement Christopher Price avec Le Monde Averti, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et qui est un petit bijou. Et de le renouveau vient avec une tripotée d'auteurs de Greg Beer et Greg Egan. Kim Stanley Robertson avec sa trilogie martienne, donc Alastair Reynolds qui pour lui exclut tout voyage spatial sans au-delà de la vitesse de la lumière, il te plairait beaucoup, Jérém. Donc Ben Bova, donc avec son cycle du Grand Tour qui explore l'exploration du système solaire et sa colonisation, mais de manière hyper réaliste. Bref, j'ai pas envie non plus de faire un étalage de livres que j'ai pas lus, si on est certain. Et si on devait faire un petit point commun entre tout ça, effectivement, ça reste quand même de la littérature assez exigeante. C'est un peu ce que j'ai reçu comme impression en lisant l'article sur le cul d'Apophis, du coup. C'est qu'on est quelque chose, même si c'est pas difficile à lire, ça reste, pour certains, en tout cas, ça nécessite quelques connaissances scientifiques de base. C'est en ça que si tu ne t'y plonges pas encore, Jérém, fonce la littérature, tu vas te régaler parce que ça fait pas, en fait, j'ai tellement été entre guillemets déçu. Tous les films que j'ai cités tout à l'heure, une grande partie, je les adore ces films-là, et pour moi ils sont beaucoup plus réalistes que ce qui est pour nous plus conventionnel dans la science-fiction, comme des Star Wars, des Star Trek, des X-Men, ou pas les X-Men, les Avengers, ce genre de choses. Mais effectivement, je suis pas trop littérature, mais ça fait un petit moment que je me tâte à me dire bon, je vais me lancer dans la SF de littérature, parce que c'est peut-être là où je vais prendre le plus de kiff, de réalisme entre guillemets, quoi. Ouais, et du coup, moi j'avais envie là, du coup, à faire un petit focus, un petit zoom, d'orienter ma focale, on va dire, sur un des grands auteurs du genre, Stephen Baxter.
qui, à travers ses romans, il en a publié plus d'une vingtaine, je pense, peut allier justement des romans, dont celui que je vais vous parler, Évolution, hyper accessible, entre guillemets, et des choses beaucoup plus complexes, comme avec des concepts extrêmement étonnants, mais qui nécessitent un petit peu de se croquer le cerveau, comme Exultant dans les enfants, dans le cycle des enfants de la destinée. Mais en même temps, voilà, ce qui est génial chez Stephen Baxter, c'est qu'il reste malgré tout extrêmement addictif. C'est-à-dire que ça se lit. Je crois que j'avais lu assez rapidement les 2 bouquins qui font plus de 500 ou 600 pages chacun. Ouais. Et pour moi, voilà, ce qui est intéressant dans l'évolution, c'est que en fait, c'est un livre qui ne parle pas de technologie. C'est un livre en fait qui se concentre véritablement plus sur les sciences humaines, on va dire molles entre guillemets, la paléontologie, la génétique. C'est vraiment ça qui est au centre du roman, l'évolution qui a amené à l'humanité. Et le roman qui est en 2 tomes en France, en fait, ça montre l'évolution de la vie sur Terre à partir du moment où les premiers mammifères apparaissent, c'est-à-dire la mort des dinosaures, jusqu'à un lointain futur. Et ce qui fait que c'est la RDSF, en fait, c'est même si la technologie est très limitée, en fait, c'est l'aspect réaliste, en fait. Et une très très grande cohérence, une très très grande documentation autour de ce livre. Et pour moi, ce bouquin-là, en fait, c'est une parfaite porte d'entrée dans l'art science. D'ailleurs, je pourrais te le passer à l'occasion. Hein. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est un peu le lien qui est fait dans le prologue et par certains moments, des fois, c'est des centaines de pages qui les séparent, entre une crise qui a lieu en 2031 sur l'humanité. Un peu une crise qui me fait penser à celle qu'on vit, en tout cas, ou celle à venir à travers le réchauffement climatique. Sauf que là, ils font un petit peu. L'auteur fait un parallèle avec les dinosaures. Donc là, c'est un volcan, une chaîne volcanique qui se réveille et qui menace de générer un nuage de fumée 10 fois plus pire que Eyjafjallajökull en Islande. Mm-hmm. Et ces petits interludes, ce prologue, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils encadrent un peu le récit pour lui donner un petit peu sa thématique générale. La survie de l'humanité, c'est-à-dire que du coup, à un moment où la survie de l'humanité est en jeu, est-ce qu'elle est basée comme la primatologue qui est mise en scène dans le roman, en fait, sur la coopération, donc ce qui relève de notre héritage, les grands singes, en fait, ou la compétition. Et tout se construit en fait sur cette thématique-là, c'est-à-dire que est-ce qu'on va s'en sortir en coopérant, en épousant cette qualité-là qu'on avait chez nos ancêtres communs avec les singes, ou est-ce qu'on va se détruire par c'est aussi cette qualité propre à nos ancêtres communs, la compétition. Alors j'ai pas envie d'être pessimiste, hein, mais je suis un peu pessimiste. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on arrive à travers cette métaphore-là, en fait, et aussi cette évolution et cette problématique de la survie, en quelque sorte, on aborde la complexité du monde en un miroir de l'actualité. Et le bouquin, je crois qu'il est sorti dans les années 2000, est-ce qu'on va pas, comme pour paraphraser une chanson d'Ayam dans l'école du micro d'argent, du mauvais côté, que l'humanité se dirige pas du mauvais côté de l'éternité. Et ça me fait penser aussi à La faune de l'espace de A.E. van Vogt, où le personnage principal, c'est une espèce de généraliste et spécialiste en rien, mais et qui finit par en fait sauver tout le monde parce que justement il arrive à faire des ponts, des associations, en fait bref, il arrive à faire coopérer des scientifiques qui sont ultra spécialisés. Et on arrive un petit peu à ça par rapport à la société actuelle, c'est-à-dire que du coup cette impossibilité de communiquer entre les sachants entre guillemets et les communicants. Et c'est un petit peu ma conclusion. Donc du coup, quel chemin va prendre l'humanité? Alors là, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui s'en mettent plein les poches pour s'acheter des îles privées, et qui a priori seraient peut-être en train de construire un vaccin qui contiendrait des puces qui va nous stériliser. Bon, ça après, je tiens ça de source totalement confidentielle, donc je vous invite à pas le répéter. Mais n'installez pas la 5G, ne vous faites pas vacciner, ne portez pas de masque, ne sortez plus de chez vous, abattez vos voisins à vue. Et je pense que sur ce, on peut peut-être mettre fin à cette première partie qui était très intéressante. Alors, j'avais 3 questions que je voulais pas poser le long du truc et qui feraient peut-être un bon récap. Si ça vous intéresse ou pas.
Si tu veux, on est déjà à 1h34 de podcast, enfin 1h34, un peu moins, mais on est déjà à 1h30, quoi. C'est passé comme si c'était 10 minutes. Ça fait une demi-heure, je dis, bon, à quel moment je vais devoir arrêter? Bon, comment je fais, j'ai des trucs un peu pertinents et intéressants. Non, mais je coupe personne, mais, ouais. J'ai essayé de pas être trop, j'irais pas. J'ai essayé de pas être long, quoi. J'ai vu. Non, mais ça peut aller très très vite. C'est d'ailleurs une des questions que j'avais posées déjà, c'était donc alors pour vous, parce qu'en fait je pense que vous avez des avis un petit peu différents sur là-dessus. C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut avoir une RDSF qui s'intéresse à la science et à l'ingénierie et qui est cohérente, mais qui s'appuie sur une science qui est pas forcément pas prouvée aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'est on n'a pas forcément la preuve du contraire, mais on n'a pas la preuve que ça marche plus. De la RDSF, en fait. Pour moi, c'est exactement ça, la RDSF. C'est à partir du moment où la science est le sujet premier de l'œuvre qui est définie, effectivement. Mais oui, effectivement, ça relativisait quand même un minimum, mais si tu prends le film dont vous parliez tout à l'heure, pour moi, ça rentre pile dans cette problématique-là, en fait. C'est-à-dire que du coup, on extrapole quelque chose qui est, pour le coup, complètement improbable selon nos états de connaissances scientifiques, mais en même temps, du coup, dans la façon dont c'est construit, le concept qu'il y a derrière, il est hyper cohérent avec lui-même. Et en ça, pour moi, c'est la RDSF. Parce que sinon, je pense que tu exclus énormément d'œuvres, en fait, qui se permettent d'extrapoler ou en tout cas d'utiliser des théories... effectivement, je vais pas spoiler Hyperion. Il y a des tas de théories qui sont pas encore. Hyperion a une théorie qui est extrêmement puissante d'un point de vue émotionnel, mais qui, du point de vue de la RDSF, n'est absolument pas du tout crédible, quoi. Donc, et c'est en ce sens-là que Hyperion n'est pas du tout la RDSF, par exemple. C'est pas seulement ça, mais en tout cas, ça, c'est une des choses. Et toi, Jérôme, tu serais plus sur la hardcore SF. Après, je pense qu'à la base, c'est vrai, c'est un peu pour ça, mais moi, j'ai ma position, hein, comme je l'ai dit, c'est vrai que pour moi, dans la RDSF, c'est assez restreint. Après, je veux bien, moi, y rentrer des films, voilà, même comme Interstellar ou d'autres, dans la RDSF, il faut juste qu'il n'y ait pas de ficelle trop grosse par rapport à nos connaissances. Comme j'ai dit, il y a des trucs sur lesquels, pour moi, ça pardonne pas, je vais pas les rappeler, hein, mais voilà, quand des trucs aussi gros ne sont pas respectés dans des films, pour moi, je peux pas, moi, personnellement, les rentrer dans cette case-là. Après, je peux comprendre qu'on mette un Interstellar ou même un Gravity dans la case RDSF, parce que c'est beaucoup plus réaliste, comme on l'a dit, qu'un Star Wars, qu'un c'était pas Seul sur Mars, c'était quoi, l'autre, déjà? Mission to Mars par exemple, ou Armageddon, ce genre de film où là oui, mais là il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été d'ailleurs évoqués, ou même plus récemment des films comme Oblivion avec Tom Cruise, où ça peut ressembler de loin à la RDSF, mais en fait non, c'est totalement voilà, c'est totalement extrapolé, c'est pas du tout réaliste par rapport à nos connaissances actuelles. La problématique pour moi qui est assez majeure, et pour le coup je peux te rejoindre là-dessus, c'est si à partir du moment où la suspension d'incrédulité elle fonctionne plus, c'est ça. C'est que moi, à partir du moment où je vois des trop grosses ficelles, je sors un peu du côté réaliste. En fait, je me dis, bon, ok, je regarde un film de science-fiction, mais je regarde plus un film de RDSF, c'est juste ça. Après, ça m'empêche pas de prendre du plaisir dans le film, mais je le vois moins réaliste que ce à quoi j'aurais pu m'attendre à la base, si je vois des choses trop grosses, quoi. Et le problème avec ça, c'est justement encore plus qu'ailleurs. Là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. La RDSF, c'est encore plus casse-gueule si tu suspends ton incrédulité. Ouais. Et là, tu sors complètement. Ouais. Oui, pour ça, je peux comprendre que d'un seul coup, tu fais oula, il y a du son dans l'espace. Voilà, ça fait Alors, ça, j'en ai un peu plein le cul. Deuxième question, parce que c'est un point qu'on n'a pas trop abordé. On a dit dans la définition tout à l'heure que la RDSF, ça se définissait par l'état des connaissances au moment où l'œuvre a été écrite. En gros, c'est le contexte dans lequel l'auteur l'écrit. Est-ce qu'on peut avoir une œuvre de RDSF qui serait pas fait exprès? Par exemple, imaginons que l'auteur, est-ce que c'est l'intention de l'auteur qui prime, ou est-ce que c'est vraiment l'effet? Imaginons que l'auteur, il écrit en se disant, bon, voilà, écoute, je pars en couille, je mets un truc qui parle allez, on va parler d'iPad, et il est en 2006, par exemple. Et en fait, chez Apple, on est en train de faire des iPads.
Et est-ce que c'est quand même de la RDSF ou est-ce que c'est vraiment l'intention qui prime? Le principe comme tu l'as dit dans la définition de la RDSF, c'est que c'est relatif par rapport à des connaissances à un temps donné. Donc, mais imagine tout le monde est au courant sauf lui en fait. Imagine le mec qui vit dans sa colline, comme des auteurs de SF qui habitent pas très loin d'ici qu'on connaît un petit peu. Il vit dans sa colline un petit peu isolé et il est pas au courant de ce qui se passe sur l'aspect commercial de la technologie et du coup c'est un truc qui l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse c'est d'autres pans de la science et du coup il en parle en disant je vais mettre ça là-dedans, mais même si je sais que du coup mon roman c'est un petit peu de la soft SF. Est-ce que du coup quand même, est-ce que c'est le lecteur qui fait le choix ou est-ce que c'est l'auteur? Pour moi, l'un n'empêche. Pareil du coup, l'inverse. Hein. Est-ce qu'un auteur peut, pardon. L'un n'empêche pas l'autre, et il y a aussi quelque chose qu'effectivement on n'a pas assez peu évoqué, c'est que au final, toute œuvre est quand même le fruit d'un mélange des genres, et que l'idée d'une certaine pureté générique n'existe pas en fait. On parlait effectivement de thématiques que tu disais justement ultra chili, qu'il y a souvent des thématiques sociales, politiques, etc. Et qu'on catégorisait ça dans la soft SF, mais au final, tu disais très à propos que l'un n'empêche pas l'autre. Et ce qui fait que on met entre guillemets des barrières à un genre, ou en tout cas des guillemets, je sais pas le mot que je trouve pas le mot que je veux dire, en tout cas des cloisons. En fait, c'est juste quelque chose qui est plaqué par-dessus, en fait. Donc pour moi, c'est du coup l'un n'empêche pas l'autre. Les deux peuvent arriver, en fait. Ça peut être l'intention de l'auteur de se dire, moi j'ai envie de me baser, travailler sur une documentation rigoureuse, etc. Et ça peut être justement un hasard, un auteur qui, à la manière de Jules Verne, même si je pense qu'il avait des connaissances scientifiques hyper solides, se dire, si qu'est-ce qui se passerait si justement on allait sur la Lune, quoi. Mais du coup, ça veut dire qu'un auteur qui crée un truc sans vraiment se poser la question de la cohérence, mais qui tomberait juste par erreur ou par hasard, même quelqu'un qui connaît pas du tout la SF, en fait, qui connaît pas du tout l'état actuel de la technologie, mais qui écrirait un truc en se disant, tiens, ce serait cool qu'il y ait ça, puis en fait, il sait pas que ça existe. En même temps, on n'aurait pas vraiment moyen de savoir s'il l'a fait exprès ou pas. Mais l'inverse, par contre, est-ce que un auteur qui essaierait de faire le maximum pour se documenter, pour rechercher, pour écrire quelque chose d'extrêmement cohérent, et simplement miserait sur le mauvais cheval et utiliserait des connaissances qu'on pense avoir aujourd'hui, mais qui sont minoritaires ou qui font partie et qui sont pas forcément acceptées par toute la communauté scientifique, qui ont un certain aspect réaliste, mais qui finalement, là on se dit, je sais pas, je pense à des chercheurs comme Rupert Sheldrake par exemple, qui a inspiré pas mal de romans, de films et même de jeux vidéo il y a une dizaine d'années, qui parlait des champs, je sais plus comment ça s'appelait, un truc où en gros t'as de la mémoire qui peut se partager dans l'espace. Et c'est un vrai chercheur, c'est un mec qui a vraiment fait des trucs, qui a publié des papiers et qui a fait des expériences, qui a prouvé des choses, mais aujourd'hui c'est plus reconnu du tout, quoi. Enfin aujourd'hui on a dit en fait non, c'est de la merde ce que t'as fait, je crois, il me semble. Du coup, est-ce que l'auteur qui s'appuierait là-dessus, lui, on lui dit, c'est pas la RDSF, même si ton roman ou ton film parle extrêmement, de manière extrêmement focalisée sur la technologie, sur l'aspect technique, sur l'aspect scientifique, et tout est là, tous les ingrédients sont là, simplement tu t'es trompé. Ce qui est un peu compliqué dans ce débat-là, là depuis tout à l'heure on est un peu dans la branlette intellectuelle, il faut le dire, mais on rappelle qu'on est la podcast qui redéfinit les gens. C'est vrai. Mais il faut rappeler déjà à la base il n'y a pas un consensus au sein même de la science, c'est-à-dire que il y en a qui sont même là à ne pas être d'accord avec la théorie de l'évolution, ce genre de choses. À juste titre, c'est pas prouvé, c'est une piste, c'est peut-être une piste plausible, la plus plausible pour l'instant, mais elle n'est pas confirmée. Mais voilà, il y a même des choses qui sont importantes pour nous actuellement. Il n'y a pas un consensus d'absolument tous les scientifiques. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire, en fait, qu'est-ce qui est scientifiquement admis du coup. Est-ce que ça implique que ce soit la majorité des scientifiques? Mais dans ce cas-là, je pense qu'il y a très peu de choses qui sont validées par la majorité des scientifiques. Ou est-ce qu'il y a une espèce je sais pas, d'un minimum, il faut qu'il y ait un minimum de tel pourcentage, un certain seuil qui soit dépassé pour que ça soit considéré comme valable scientifiquement, c'est pour vous, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas défini. Comment vous le vivez-vous, quoi? Comment, Je pense que c'est aussi par rapport, en fait,
Est-ce qu'à partir du moment où il y a des scientifiques qui sont en train de chercher quelque chose, tu dis peut-être que c'est réaliste, ou est-ce que vraiment il faut attendre que ça soit prouvé non, du coup, ça revient à cette idée de où on place le curseur. Si à partir du moment où le curseur c'est focalisation sur la science et cohérence interne du récit, oui, mais même si l'extrapolation est complètement erronée. Après, c'est sûr que si on a un roman de hard SF qui se base sur le Minitel, ça pourrait être très drôle, mais je suis pas sûr qu'on le considère comme de hard SF. Mais alors, est-ce qu'un roman peut perdre son statut de hard SF alors qu'à l'époque, imagine le roman a été écrit. Je pense pas. Ouais. Et du coup, dernière question qui est très liée à tout ça. Est-ce qu'on peut avoir un roman de hard SF qui parle d'un sujet scientifique dont on ne sait rien scientifiquement aujourd'hui? C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été exploré. Quelque chose qui n'a pas... Là, tu parles vraiment sur de la fiction, donc, s'il n'y a pas de piste scientifique, que tu penses il y aurait des pistes un peu corollaires, mais que, il y aurait pas actuellement, dans l'état de la recherche actuellement, des gens qui auraient fait le lien entre plusieurs éléments. Demain, tu fais un film où tu as une société minière qui va prélever de la matière noire. Bon, c'est joli, ok, c'est cohérent avec certaines théorie scientifique parce que la matière noire a priori ça existe, mais ça reste a priori parce que c'est pas prouvé, donc là effectivement, par exemple, c'est un exemple, hein, mais voilà. Je rejoindrai Jérém, effectivement, même s'ils exploitent toutes les théories les plus farfelues possibles, ils restent dans un certain spectre du plausible entre guillemets, quoi. Ok. Voilà, c'était toujours sur ce côté un peu curseur, comme on l'a dit. Ça va. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que j'ai pas le temps de vous parler de J'irai dormir chez toi pour la science, qui est une œuvre majeure de la science-fiction non publiée. Mais on pourra peut-être en reparler plus tard, je ne sais pas, dans Teriyaki. Peut-être une autre fois, effectivement. Ou dans un autre podcast, pourquoi pas. Du coup, je pense que nous, on va faire une petite pause, une petite coupure, et après, on va reprendre cet enregistrement.